Bonjour à tous. Passer de la ville lumière à la ville intelligente, c'est le défi que devra relever Paris dans les prochaines années. Alors, quels sont les atouts et les faiblesses de la capitale en matière de Smart City? Ce sera le thème de cette émission ici à Polytech. Et pour en parler, j'accueille deux invités. Tout d'abord, Vincent Rouméas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de marché écoactivité au sein de l'ARD. L'ARD, c'est l'Agence régionale de développement Paris-Île-de-France. Je crois que vous travaillez notamment sur les entreprises étrangères qui viennent s'implanter en Île-de-France. Voilà, tout à fait. L'Agence régionale de développement Paris-Île-de-France a une activité de prospection et d'accompagnement des investisseurs étrangers en Île-de-France. Et donc moi, je travaille plus particulièrement sur les thématiques écoactivité et notamment énergie renouvelable. Très bien, on en parlera lors de cette émission. À vos côtés, Jean-Christophe Saunière, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein de l'activité consulting de PwC et vous travaillez sur le secteur des technologies, du développement durable. Expliquez-nous. Technologie et innovation. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'interviens sur tout ce qui a trait à la Smart City. Alors, puisqu'on parle de ville intelligente, de smart city, on va peut-être commencer par un petit exercice de définition. Je vais vous demander à chacun de m'expliquer quelle serait votre vision, votre définition de la smart city. Allez, on commence par Jean-Christophe Saunière, qui est à mes côtés. C'est une ville qui met en œuvre des infrastructures et des services pour le bien-être des citoyens en gérant ses énergies et ses ressources de manière durable. Très bien. C'est une des définitions. Vincent Roméas, est-ce que vous signez? Oui, oui, tout à fait. Et nous, en termes d'investissement étranger, on regarde surtout les nouveaux projets d'infrastructure et comment ils s'adaptent à la population locale, puisque l'enjeu, c'est que la ville soit plus agréable pour le citoyen qui y vit. Finalement, c'est peut-être pas une nouveauté, la ville intelligente à Paris, du baron Haussmann jusqu'aux dernières expérimentations. Il y a souvent eu un esprit d'innovation sur le territoire. Tout à fait. Je pense que il y a déjà tout un réseau d'infrastructures qui est présent en Île-de-France depuis de nombreuses années. Et l'un des enjeux des gens qui travaillent autour de la thématique Smart City ou ville durable, c'est comment optimiser ces infrastructures qui existent et qui vont être développées. C'est un point, puisqu'on parle de l'Île-de-France et de Paris, que représente la ville pardon, sur le territoire francilien? Alors voilà, ça c'est une chose qui est peu connue en fait des investisseurs étrangers. Il faut savoir qu'en Île-de-France, quand on parle de la région Île-de-France, il n'y a qu'un quart du territoire qui est urbanisé, le reste étant de la forêt et de l'agriculture. Ce qui est aussi important quand on parle de ville durable, puisqu'il y a les enjeux aussi d'alimentation de ces populations. C'est noté. Jean-Christophe Saunière, je vais être honnête avec vous. En lançant cette introduction de cette émission, je me suis un petit peu inspiré d'une étude que vos services, vos équipes ont publiée en 2011, qui s'appelait justement Paris de la ville lumière à la Smart City. Alors à l'époque, quels étaient peut-être les atouts que vos équipes avaient relevés en matière de ville intelligente à Paris? Il y a tout d'abord peut-être tout un écosystème innovant. Il y a beaucoup de PME, de start-up qui cherchent à se développer et qui se développent soit au travers des incubateurs, soit dans le cas en appui avec les pôles de compétitivité. Donc il y a une infrastructure innovante. Il y a aussi des compétences puisqu'on a des universités et des pôles d'excellence dans ce domaine. On a plein d'atouts. On a des atouts en termes d'infrastructures de transport, même s'il y a encore des choses perfectibles. Et puis, on a quelque chose qui est critique pour le développement d'une smart city, c'est des infrastructures de télécommunication Qui sont bien développés en qui Ile-de-France? sont bien développées, qui demandent encore à se développer. L'effort doit être poursuivi, notamment quand on parle de la fibre, sur ce qu'on appelle le Grand Paris. Donc, l'extension Paris, on va dire qu'il y a déjà une bonne infrastructure, une très bonne infrastructure de communication, mais c'est un point effectivement à améliorer encore d'une manière générale. Vincent Remouas, sur ce point, quels sont les axes sur lesquels la capitale a déjà travaillé en termes de ville intelligente? Je crois qu'il y a quelques projets dans le smart grid, dans les écoquartiers. Est-ce qu'on a comme ça des savoir-faire qui sont un petit peu démontrés? Alors oui, il y a plusieurs expérimentations qui sont en cours dans la région, pas uniquement sur Paris. Quand vous parlez de Smart Grid, spontanément, on va penser au projet Ici Grid, sur lequel travaille notamment la ville d'ici, Bouygues, différentes filiales du groupe Bouygues et Alstom. Alstom qui est aussi impliqué sur d'autres projets Smart Grid en Île-de-France, dans les Yvelines. Voilà. On a aussi des projets de mobilité, on parle souvent d'Autolive. Alors Autolib, c'est évidemment très reconnu à l'international et beaucoup d'acteurs étrangers, quand ils viennent en Île-de-France, nous demandent d'organiser des visites et ils veulent comprendre mieux comment fonctionne Autolib. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a d'autres expérimentations d'autopartage. Je pense notamment à Twizy, encore une fois sur le terrain de Saint-Quentin en Yvelines, où là, il n'y a pas de borne. En fait, c'est un peu une spécificité de ce système, c'est que contrairement à Autolib, vous pouvez laisser votre voiture
dans un endroit de la ville. Et en fait, c'est grâce à votre smartphone que vous allez savoir où sont disponibles les véhicules. Il y a mon autopartage qui est aussi une autre expérimentation à partir de la gare de Marne-la-Vallée. Donc il y a une grande richesse en termes de mobilité et je ne parle pas également de tous les systèmes de vélo, Christolib, autour de Créteil, Cergy, Vélib sur Paris et les villes voisines. Il y a un projet qui est assez méconnu et je l'ai découvert en préparant cette émission. J'espère que je connais du coup. Ici, il y a un incinérateur. Peut-être que la pollution ne connaît même pas, parce qu'en fait, il est enfui, c'est ça? Alors, il a une partie, en fait, il est en dessous du niveau de la Seine au démarrage. Et D'accord. c'est vrai qu'il y a une parfaite intégration dans le paysage urbain. Et je pense notamment aux employés de Microsoft qui travaillent juste à côté, puisqu'on a la chance d'accueillir le siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, n'ont pas forcément connaissance qu'il s'agit d'un incinérateur d'ordures ménagères. Ça, c'est un exemple très pragmatique de ce que pourrait devenir la ville, intégrer des fonctions essentielles au cœur de la ville. Alors la dimension, au-delà de l'intégration paysagère, ce qui est vraiment intéressant par rapport aux incinérateurs d'ordures ménagères, c'est comment on récupère la chaleur. Une des autres spécificités méconnues de l'Île-de-France, parce que pour le coup c'est souterrain, il y a un énorme réseau de distribution de la chaleur pour des bâtiments tertiaires ou du résidentiel qui s'appuie sur des ressources de chaleur de géothermie, mais également, comme dans le cas d'Issy-les-Moulineaux, d'incinérateurs d'ordures ménagères. Et aussi, plus récemment, à Marne-la-Vallée, nous avons l'exemple d'un data center dont une partie de l'énergie, puisque pour faire fonctionner les data centers, il y a une grosse perte calorifique, et une partie de l'énergie va être réintégrée dans l'écoquartier. On a un autre projet aussi de data center avec la récupération d'énergie en Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est une des spécificités de l'Île-de-France. Il y a une énorme ressource en termes de chaleur. Et encore une fois, c'est un peu quelque chose d'invisible et que nos visiteurs étrangers n'ont pas forcément en tête. Bon, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Si on continue un petit peu le tour du propriétaire, peut-être, Christophe Saunière, je crois que depuis la première étude de 2011, vous avez à nouveau travaillé sur ce sujet, notamment sur la e-santé, qui pourrait être un thème auquel on ne pense pas forcément en termes de ville intelligente, mais qui a des vrais enjeux. Oui, on travaille régulièrement sur les facteurs d'attractivité de la région capitale. C'est le Grand Paris, c'est plus que Paris, c'est toute la région. Et le sujet auquel on s'est intéressé cette année, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'e-santé, donc au développement soit de la santé mobile, du télédiagnostic, etc. Et de manière à identifier quels étaient les atouts de notre région et en quoi ça pouvait être attractif pour des entreprises ou des investisseurs étrangers pour développer encore davantage ces compétences, cette capacité, qui sont un des éléments de la ville intelligente, puisque ça contribue à fournir des services d'aide à la santé, notamment dans une perspective de vieillissement de la population. Enfin, on connaît un petit peu la situation et ça va devenir de plus en plus pertinent dans nos grandes villes. Donc il ne faut pas regarder seulement l'énergie ou les transports, c'est un petit peu l'idée. Oui, tout à fait. La ville intelligente, il y a beaucoup d'axes à améliorer ou de gestion au niveau de la gestion de la performance. C'est l'énergie, c'est les télécoms, c'est donc la communication, c'est la santé, c'est l'approvisionnement en énergie, l'approvisionnement aussi alimentaire, c'est les problématiques de distribution dans la ville, les initiatives sur la distribution électrique aussi, plutôt que d'avoir les poids lourds qui circulent dans Paris pour livrer les magasins de proximité. Il y a toutes ces problématiques-là, les problèmes d'infrastructure, de livraison. Vincent Romoas, on parlait de définition tout à l'heure. Bah, les définitions, elles évoluent aussi. Les choses changent dans la ville intelligente. On met peut-être des nouveaux secteurs auxquels on ne pensait pas forcément il y a quelques années. Il faut que j'en trouve, c'est non, mais on venait d'en citer Non, mais je quelques-uns suis tout à comme fait la d'accord. santé. D'ailleurs, sur la santé, c'est assez intéressant que les structures qui justement avaient lancé des appels à l'expérimentation sur tout ce qui est efficacité énergétique dans le bâtiment ont également lancé un appel à manifestation l'an dernier sur tout ce qui aide au maintien à domicile des personnes âgées, qui est un des enjeux aussi de l'Île-de-France. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui nous contactent sur des problématiques toujours nouvelles, qui n'ont pas forcément une vision Smart City, qui vont adresser qu'une brique des services pour le citoyen. Et ce qui est assez intéressant, ce que je vous disais en préparant cette interview, c'est que quand on cherche, on trouve toujours en Ile-de-France un chercheur, une université ou une start-up qui s'est intéressée à cette problématique. Donc un de nos enjeux, c'est justement de les mettre en relation avec ces acteurs. Bon, on voit des projets en marche, une grande richesse de savoir-faire, on vient de le dire, une excellence sur ces sujets. Il y a peut-être aussi quelques faiblesses à corriger.
Jean-Christophe Saunière, quels sont peut-être les points à corriger pour faire de Paris un modèle de ville intelligente et le territoire francilien, je parle de Paris, mais c'est on a le Grand déjà Paris. eu une longue discussion Avant l'émission, sur dans les le coulisses. sujet, avant l'émission. Notre principal point de vue, au-delà du fait qu'il faut continuer d'améliorer les infrastructures, que ce soit du transport, que ce soit au niveau télécom, vu de l'international, c'est probablement une communication plus efficace et une meilleure gouvernance, parce que c'est un fait, Paris est une capitale, donc il y a beaucoup d'instances, que ce soit le conseil régional, la ville, donc la région, les pôles de compétitivité, les instances venant des chambres de commerce. Difficile pour quelqu'un d'identifier ou d'avoir une vision un petit peu globale des facteurs, des moyens qui sont disponibles pour venir s'installer ou développer quand on est à l'étranger. Donc un petit souci de communication. Communication, marketing et gouvernance, synchronisation des différentes instances. Alors je sais que mon voisin n'aura pas tout à fait. Non, je pense que c'est une problématique qui est bien connue au niveau local, j'ai envie de dire en termes au niveau des acteurs franciliens. Personnellement, pour accompagner des entreprises étrangères en Île-de-France, comme je vous l'expliquais, nous avons notre propre activité de prospection, mais pour autant, nous arrivons à avoir des projets qui nous viennent du fait qu'en Île-de-France, il y a beaucoup de structures étrangères comme des chambres de commerce américaines, la chambre de commerce franco-allemande, l'ambassade d'Autriche, avec lequel nous travaillons et qui nous envoie aussi de temps en temps des projets. Je ne peux pas ne pas citer l'Agence française des investissements internationaux également qui nous envoie des projets. Et encore une fois, sur chaque thème, suivant le projet, suivant la nature du projet, un de nos enjeux, c'est justement les faire rencontrer les acteurs pertinents en Ile-de-France. Et pour l'instant, sur la thématique Smart City, je trouve que en général, on a des acteurs en Ile-de-France qui travaillent et qui coopèrent bien sur le terrain. Vous faites le job. On essaye, et encore une fois, moi, je trouve qu'il y a une démarche assez positive. C'est assez fédérateur, j'ai envie de dire, la thématique Smart City. On a eu l'occasion sur Futur en Scène d'accueillir des délégations d'Amsterdam et de la ville de San Francisco. Il y avait différents pôles de compétitivité. On a bénéficié du fait qu'il y avait l'organisation de cet événement Futur en Scène, qui est une superbe vitrine sur la dimension IT. Voilà. Par contre, pour rebondir quand même sur vos questions sur plus que faiblesse, j'ai envie de dire les thèmes sur lesquels aujourd'hui le mot qui est un peu récurrent ou sur les gens, les gens se retrouvent, c'est le thème de la résilience. Donc je pense qu'encore une fois, faut l'expliquer en quelques mots. Je vais essayer. C'est vrai que c'est un terme qui revient souvent. En fait, une des questions, c'est comment la ville va faire face au fait qu'on va avoir une accélération de phénomènes climatiques intenses, par exemple. Comment la ville va gérer ces phénomènes, ces pics de température. Ça peut être aussi la crue. Comment l'Île-de-France va réagir à la prochaine. C'était organisé d'ores et déjà pour être prête à subir une crue. Voilà. Et donc, par rapport à ces thématiques, deux choses. Encore une fois, je suis désolé, c'est un peu ma casquette parce que c'est plutôt là où j'ai des demandes actuellement, c'est tout ce qui est la thématique de l'approvisionnement en électricité. Évidemment, on a beaucoup de projets sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, que ce soit dans le résidentiel notamment avec les logements sociaux ou dans le tertiaire. Il y a déjà des bâtiments qui ont fait l'objet de rénovation. Il y a déjà des bâtiments neufs qui se construisent à énergie positive. Pour autant, et l'IT en fait partie, il y a une augmentation aussi quand même des consommations électriques. C'est une thématique sur laquelle on travaille en Ile-de-France. Comment on va s'approvisionner notamment en électricité dans le futur. Et l'autre thématique qui me semble intéressante et qui est adressée par différentes collectivités aujourd'hui, c'est la résilience par rapport aux besoins alimentaires de la population. Alors que là encore, on parlait de surface urbaine, il y a aussi une grande surface agricole en Ile-de-France qu'on pourrait exploiter. Pour autant, si elle est exploitée, pour autant c'est plutôt des céréales. On n'a pas forcément beaucoup de surface dédiée au maraîchage. Très bien. On parlait d'international, alors peut-être dans ces idées pour accélérer la transition. Je vous redonnerai la parole juste après, Vincent. Est-ce qu'il y a des exemples de métropoles européennes ou internationales dont Paris pourrait peut-être s'inspirer pour développer tel ou tel secteur? Jean-Christophe Saunière sur ce point. On ne va pas dire qu'il y a une métropole qui conjugue tous les atouts et chacune a probablement une partie d'une expérience intéressante à reproduire. Si on regarde par exemple, et c'est des choses qui sont déjà en cours de développement dans la région Île-de-France, les exemples en Hollande, ce qu'on appelle les Smart Work Centers, donc ce sont des entités, des bureaux en fait déportés à la périphérie des villes,
qui reproduisent l'environnement de travail des salariés et qui évitent de pénétrer dans la ville. Donc, ça a des avantages en termes de réduction du trafic, des embouteillages, de la pollution. Ça apporte plus de confort aux usagers. Ça, c'est certainement quelque chose, et c'est déjà quelque chose qu'on essaye de développer. C'est fait à grande échelle autour d'Amsterdam. Voilà, ça c'est un exemple. Ça, c'est pour la mobilité, on va dire. Ça, c'est pour la mobilité et, in fine, le confort de travail. Au niveau des services aux citiens, il y a des choses qui ont été faites, par exemple à San Francisco, c'est davantage l'utilisation de l'open data. Donc, c'est les données de gestion de la ville qui sont mises à disposition des citoyens pour développer de nouveaux services. À Paris, par exemple, il y a de l'open data, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de données propres, par exemple, des données, publiques, des données qui sont publiques. On va sur le site et on peut télécharger des informations sur la largeur des trottoirs, le nombre de bouches d'incendie, les plantations des arbres sur les avenues. Et juste à titre d'exemple, il y a une petite start-up qui avait développé un service pour optimiser un trajet dans la ville de Paris en tenant compte des périodes de floraison des arbres pour les gens qui sont sensibles au pollen. Très bien, c'est mon cas, donc je téléchargerai l'application. Vincent Rouméa, c'est des exemples qui vous inspirent. Et il y a un thème qui revient souvent quand on parle de vie intelligente, c'est celui de Living Lab. C'est un peu l'idée de ces expérimentations, prendre la ville comme territoire d'expérimentation et d'appropriation pour le citoyen. Oui, enfin, je suis content qu'on parle justement de l'open data parce que c'est un des enjeux de libérer de plus en plus de données. Donc, il y a l'initiative de Paris, l'initiative de la ville de Versailles, du Conseil général des Hauts-de-Seine, de la région Île-de-France elle-même. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer que dès vendredi, il y aura Code for Paris Region qui va commencer. Donc, tous les acteurs sont invités à rejoindre cette initiative. Il y a aussi des acteurs institutionnels comme la SNCF et le Transilien. Il y a pas mal de startups aussi qui ont développé des applications pour optimiser et rendre plus confortable le trajet des franciliens dans le réseau de mobilité. Donc, utiliser ces données pour rendre la vie plus agréable aux citoyens. Exactement. Et je pense que ça répond vraiment à une des problématiques de la Smart City. Et donc, aujourd'hui, il y a des données qui sont libérées. On peut s'en féliciter, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'en libérer encore plus pour justement développer le maximum de services. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il faut travailler et sur lesquelles ça facilite l'implication des citoyens dans la ville aussi. C'est aussi un des enjeux, c'est améliorer cette participation, cette contribution. Dans les services qui ont été développés, que ce soit à New York ou à San Francisco, pour reprendre ces exemples-là, il y a un service dit le 311 qui permet aux citoyens de signaler soit un feu qui marche pas bien, soit un défaut d'une manière générale dans la ville aux services municipaux. Donc on a une démultiplication en fait de la surveillance, entre guillemets, mais pour le bien de la ville. Une interaction dans les deux sens, ça serait ça, Vincent Rouméa, sur ce thème? Une interaction sur les deux sens, pardon, c'est-à-dire que la ville transmet des infos et le citoyen peut aussi transmettre des infos. Tout à fait. Il y a un exemple assez récent aussi avec dans ma rue qui a été développé en interne par la mairie de Paris où en fait le citoyen peut signaler qu'il y a des encombrants qui sont dans la rue aux agents de la ville qui peuvent du coup intervenir. Et c'est aussi intéressant, je suis content que vous parliez de Amsterdam et de San Francisco parce que de favoriser les expérimentations in situ, c'est bien pour les entreprises qui vont valider leur modèle, mais c'est bien aussi pour nous quand on reçoit ces délégations étrangères pour valoriser le savoir-faire francilien. Je pense notamment à l'expérimentation sur le mobilier urbain avec une des stations à proximité de la gare de Lyon qui fait de nouveau un appel à projet expérimentation. C'est une station où il y a beaucoup de systèmes innovants qui sont regroupés, c'est ça? Voilà, et aujourd'hui il y a de nouveau un appel à projet qui est lancé sur cette station où d'autres entreprises vont pouvoir proposer des expérimentations sur cette station, sur une gare qui est quand même pas la plus visitée d'Île-de-France, mais avec un fort trafic. On voit qu'il y a beaucoup de choses encore à inventer, il y a beaucoup d'expérimentations dont on peut s'inspirer. On suivra ça sur Cleantech République. On se reverra, Vincent Rouméa, si on suivra les projets sur le terrain. Merci de votre venue et puis bonne chance pour tous ces projets. Jean-Christophe Saunière, merci pour vos points de vue éclairés sur Paris Smart City et puis on a vu aussi d'autres métropoles européennes ou internationales comme Smart City. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission fait partie d'un Web TV Théma de 6 émissions ici à Polytech autour de la ville intelligente et durable. À bientôt. Au revoir.